Mesdames, Messieurs, bonjour. Si la politique savait et si le sport pouvait, ce proverbe nous interpelle plus aujourd'hui qu'hier. Il y a quelques jours, le Cameroun célébrait la 48e fête de l'unité. Une fête dont la genèse est à l'origine d'une guerre aujourd'hui fratricide dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le dernier bilan de cette guerre faisait état de plus de 3000 morts, sécessionnistes, militaires et civils confondus. La fracture sociale est profonde. Jamais le Cameroun n'a été si mal en point. L'économie est au creux de la vague. Les populations peinent à joindre les deux bouts. La dépravation des mœurs a atteint des proportions exponentielles. Mais comme si cela ne suffisait pas, le coronavirus s'est invité dans la galère ambiante avec son cortège de morts et de désolation. Le bateau Cameroun tangue, son capitaine joue à cache-cache avec son peuple. Plus on avance, plus le télos unitaire disparaît à l'horizon, plus le désespoir gagne du terrain. Le foot qui servait de ciment de l'unité nationale est en phase d'hibernation. Les championnats nationaux n'attirent plus grand monde, les spectateurs désertent les stades. Choisi pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations et incapable de tenir ses engagements, le Cameroun a choisi d'opérer un glissement vers des lendemains qui semblent d'ailleurs déchantés au regard du piétinement des travaux. Pourtant, qu'est-ce que ce foot ne nous a pas fait vibrer à la folie? Des présidents de clubs emblématiques, il y en a eu. Kungu Edima Ferdinand, Ngassa Api, Ngompe Eli, Ongbazing, pour ne citer que cela, des joueurs à l'esprit chevaleresque, des matchs épiques au cours desquels l'on a assisté au stade et dans les gradins à un brassage sans complexe des Camerounais de tous bords. Ces images, aujourd'hui, relèvent du domaine des souvenirs. Certains de ces instantanés, nous avons décidé de les revisiter. Pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau quelques acteurs du football camerounais. Albert Nguidjo, il est prof d'EPS, il a été plusieurs fois entraîneur de club, secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football. Il vit à Newark, c'est dans l'État du New Jersey aux États-Unis. Yudom Jean Spliant, professeur d'EPS, entraîneur de club, plusieurs fois champion du Cameroun et vainqueur de coupe, entraîneur national adjoint des Lions Indomptables. Monsieur Yudom vit au Canada. Ekeme Samuel Ndiba, ancien joueur de foot, aujourd'hui reconverti dans la formation et l'encadrement des jeunes du côté du Texas aux États-Unis. Ekeme, qui a été capitaine du Canon de Yaoundé, un club mythique de la capitale camerounaise. C'est avec eux, mesdames et messieurs, que nous allons passer ces moments sur Média 2 Africa. On se retrouve tout à l'heure. Bien. Retour donc sur ce plateau. Nous allons tout de suite aller du côté de Newark. Bonjour, coach Albert Nguidjo. D'abord, ce coronavirus, comment est-ce que vous vivez cela, n'est-ce pas, le confinement chez vous? Bonjour Jean-Marie et bonjour à vos nombreux auditeurs. Je suis dans le confinement depuis le 13 mars. C'était un vendredi, c'était notre dernier jour de classe. Et je dois signaler que j'ai passé mon 60e anniversaire le 15 mars dans la platitude totale. Sur le plan de la gestion du confinement, ici, vraiment, tout le monde est au garde à vous, hein, si je peux dire ainsi. Tout le monde est glacé, on a peur, il y a un climat de doute, il y a beaucoup d'anxiété, d'angoisse et même de tristesse. Parce que c'est pas facile. Nous sommes dans la zone de New York où la vie
la vie elle passe très vite, mais là, c'est timide, c'est morose. Bon, je ne peux pas beaucoup parler de la ville parce que, bon, ma tranche d'âge étant la tranche d'âge très sensible, je fais quand même très attention, même si je sais que je suis bien équipé par rapport à la maladie. Mais je suis chez moi et sur le plan professionnel, mes élèves me manquent beaucoup parce que quand je suis dans mon gymnase, d'ailleurs, je chambre souvent mes collègues, je leur dis que je suis payé pour rester en bonne santé, pour rester beau, jeune et fort. Là, l'activité me manque, le mouvement me manque. Donc, c'est pas gai du tout. Mais bon, sur un autre côté, en tant que chrétien, je crois qu'il faut accepter certaines situations, surtout les situations douloureuses, et les, les mettre sur la main du bon Dieu, parce que actuellement, en ce qui concerne le coronavirus, je pense que seul le bon Dieu peut nous donner une solution. C'est une maladie qui est au-delà des possibilités humaines. Mais ça va, je ne me plains pas. Ma famille, mes enfants, petits-enfants, mes neveux, même mes amis, tout le monde se porte bien. Et je dis, je rends gloire au Seigneur. Voilà, merci beaucoup, coach. On vous revient tout à l'heure. Nous allons tout de suite du côté du Canada avec le coach Yudom, Jean Spliant. Yudom, comment ça se passe? On a entendu le coach dit Joel, beaucoup de peur, d'amertume, n'est-ce pas? Du côté du Canada, ce confinement, comment ça se passe? Yudom? Bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que nous n'avons pas du côté de la régie. On va au Texas avec Ndiba, Samuel Ekeme. Alors, ce confinement, Ekeme, avant de revenir sur le Canada, comment ça se passe? Bonjour, monsieur Jean-Marie Otonsi. Et je suis vraiment ravi de participer à une telle émission. Merci. Je voudrais aussi dire bonjour à tous vos téléspectateurs ou bien tous ceux qui suivent cette émission. Bon, ça a été un coup dur, je crois, pour tout le monde. Et le confinement, c'est vraiment quelque chose qui ne peut même pas être expliqué parce que ce n'est jamais arrivé à notre génération. Mais comme quoi on la vit et vraiment on continue à supplier le bon Dieu de nous donner les solutions pour en sortir de cette pandémie. Et pour moi particulièrement, je crois que j'étais à la maison depuis. Bon, au Texas, ça se passe un peu plus facilement. Ça dit qu'on a eu à sortir depuis. Tu peux aller acheter des petits trucs et rentrer à la maison. Mais sortir et visiter les amis ou bien le travail, j'entraîne avec le FC Dallas. On avait arrêté, mais en plus, on venait de recommencer la semaine qui vient de passer. Donc, on fait le groupe à distance de 10 mètres par enfant et on fait juste les gestes techniques individuels, pas de travail en groupe ou bien de passe. Mais ma famille, ça va. Pour l'instant, on dit merci à Dieu parce que rien n'a encore touché ma famille immédiate. Et je continue à prier que les autres soient vraiment protégés par cette pandémie et que si les solutions des scientifiques pouvaient encourager tel qu'on trouve des traitements ou bien des solutions de au moins soigner les gens quand ils contactent cette maladie. Voilà. Bon, pour ça, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir donné la parole. Voilà, merci beaucoup, Ekeme, Samuel. C'est vrai que du côté de l'Afrique, beaucoup de nos scientifiques se battent pour trouver remède à cette maladie. Du côté du Bénin et du côté de Madagascar, il y a déjà, même du Cameroun avec l'archevêque de Douala, il y a des efforts qui sont faits de manière à pouvoir amener les uns et les autres à lutter efficacement contre cette maladie. Nous allons refaire un tour du côté du Canada. Ça n'a pas marché avec Yudom Jean Spliant. Est-ce que, Yudom, bonjour, est-ce que vous m'entendez maintenant? Comment est-ce que vous vivez ce confinement du côté de Canada? Oui, merci Jean-Marie. Salut à tous les téléspectateurs de votre grand média.
et salut aussi à mes copanélistes. Nous vivons tristement ce confinement parce que quand on rompt ses habitudes, bien plus compliqué. On avait l'habitude de sortir pour aller voir des amis, on avait l'habitude d'aller aux entraînements, mais maintenant on est confiné et toutes les activités sont bloquées. Mais depuis quelques jours, il y a déjà un petit relâchement, c'est-à-dire on peut aller, certains malls sont partiellement ouverts, mais les activités sportives n'ont pas. J'entraîne des jeunes et ils nous ont dit que d'ici juin, on pourra commencer, mais faire rien que des éléments techniques où on n'a pas besoin de contact. Et c'est un moment très difficile parce qu'on est habitué à partager ses joies et surtout en été avec des amis. C'est difficile, ces barbecues sont presque en berne et nous prions vivement que nos scientifiques se mettent au travail pour qu'on sorte de cette situation d'angoisse et de peur. Parce que la peur de cette maladie est l'élément le plus à supporter. Parce qu'on ne sait pas comment se comporter, on est méfiant, et puis on n'est plus libre de ses activités, on n'est pas libre dans son esprit. Donc, que vivement les scientifiques nous trouvent le remède et que cette pandémie s'arrête pour que nous retrouvions la gaieté, la joie de vivre. Ok, merci. Merci beaucoup. Qui êtes-vous? En fait, je voudrais maintenant que nous donnions l'occasion à nos téléspectateurs de vous découvrir. Et pour ce faire, plutôt que moi je le fasse, je vais demander à chacun d'entre vous de parler de lui. Je sais que le moi est haïssable, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on passe par la fois? Donc, nous allons commencer tout de suite par Albert Guijol. Dites-nous un peu, présentez-nous, faites-nous une petite photo de vous. Albert. Oui, me présente. C'est Jean-Marie, il faut dire que parfois c'est difficile de parler de soi. Bon, mais voilà. J'ai été footballeur. J'ai joué respectivement dans le Dragon de Yaoundé, environ 10 saisons. J'ai joué dans la Dynamo de Douala, une saison. J'ai joué dans le Fédéral de Fumban, 3 saisons. J'ai joué dans Bambutos de Mbouda, 3 saisons. Et accessoirement, j'ai fait partie de la première équipe nationale junior du Cameroun avec les Bidarantes, Kono Thomas, Feu Fouda Zibi, Feu Mama Jean-Louis, Feu Ngondjep. On avait comme coach le coach Jean Atanaotou. Et après cela, j'ai été capitaine de l'équipe nationale espoir du Cameroun. C'est vrai que à cette période, le Cameroun, la CAF n'avait pas encore beaucoup de compétitions continentales dans les catégories inférieures. Donc, quand je raconte ça, ou des fois quand je montre les photos à mes amis dans les réseaux sociaux, ils disent, mais cette équipe, nous, pourquoi on ne vous a pas vu? Bon, donc bref. Et après cela, bon, parallèlement, je dois dire que j'ai été élève professeur d'éducation physique à l'Institut national des sports de Yaoundé. Et tour à tour, j'ai servi au lycée général Leclerc de Yaoundé, au collège Boukt à Yaoundé, au lycée Sultan Ibrahim Njoya à Fumban et au centre universitaire de Tchang, puis au centre universitaire de Douala. Comme entraîneur, j'ai respectivement entraîné l'Aigle Royal de Tchang, j'ai entraîné Dynamo de Douala, j'ai entraîné Union de Douala et j'ai entraîné Océan de Kribi. Pour la petite anecdote, à un certain moment, après la Coupe du Monde de 1994, par rapport à toutes les bévues que des journalistes comme vous, Jean-Marie, avez vécu, j'ai décidé de passer dans l'administration de football parce que j'étais un rêveur et je me suis dit que peut-être que je peux apporter quelque chose au football de mon pays, ce football qui m'a tout donné. Donc, j'ai posé ma candidature au secrétariat général de la FECAFOOT et parallèlement, j'ai été nommé directeur des stades de Douala
je ne peux pas dire que ça a mal tourné à l'Africa Foot parce qu'en réalité, quand on est sportif, on n'est jamais perdant. Quand on gagne, on est content, mais quand on perd, c'est vrai, émotionnellement, on peut être choqué, mais on apprend. Donc, mon passage de 5 ou 6 ans à l'Africa Foot m'a beaucoup appris sur les hommes, sur les organisations et sur la puissance du Seigneur. Je pense quand même que si je suis aujourd'hui aux États-Unis, en partie, c'est à cause de mes déceptions dans le football camerounais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le cacher, je dois le dire très royalement, je suis un martyr heureux du football camerounais parce que je suis un écorché vif. Mais ça va, je suis aux États-Unis où je suis professeur d'éducation physique dans le Noah Public School et je suis également entraîneur de football. Et de temps en temps, je jette un coup d'œil au Cameroun parce que, comme on dit chez nous, quand votre enfant fait pipi sur votre cuisse, vous ne le jetez pas. Nous ne pouvons pas jeter le Cameroun. Ça va mal, mais nous nous battons. Et même à distance, on n'aide pas seulement le Cameroun en étant au Cameroun. De Newark, il est déjà arrivé qu'on mène des actions sanitaires en faveur du Cameroun. Donc, merci. D'accord, merci beaucoup, Albert. On reviendra sur certains détails de votre vie en tant que sportif au Cameroun. Cette fois-ci, nous allons nous tourner du côté de Jean Splian Udom. Une carte d'identité, Jean Splian. Oui, Jean-Marie. Bon, je n'ai pas eu beaucoup de dans ma carrière parce que je commence à Koutava très jeune. On avait une équipe, le 11 frères de Koutava. Et très tôt, à un match à football, j'ai eu une double fracture du tibia péroné au pied inférieur. Et puis, tu sais, à l'époque, les parents et tous ceux qui jouaient au foot, de bandits. Et cet accident, et mes parents se sont opposés radicalement à la continuation de ma carrière footballistique. Et quand je quitte Fumban, après Koutava, je vais à Fumban. Après Fumban, je me retrouve à Bafoussam. Et j'ai repris avec Espoir de Bangou. Mais ma maman a tellement fait de scandales que j'ai abandonné complètement. Et c'est comme ça que je reprends l'université de Douala, de Yaoundé. Et quand je passe quand j'entre à l'INGS, très tôt, le coach Wansi Dominique, qui était mon professeur de football de première année, porte un regard confie déjà en première année, n'ayant aucun élément technique pour l'entraînement, il me confie diamant minime. Et j'ai cheminé avec lui et quand j'arrive en 4e année, il devient entraîneur titulaire de Diamant de Yaoundé et me prend comme son adjoint. Et nous cheminons bien et à la fin, Diamant accède en première division. C'est comme ça que dès que Diamant arrive en première division, je ne supportais plus, je voulais me découvrir, j'étais très ambitieux et je dis qu'il fallait que je me détache de Wansi pour aller voler de mes propres ailes. C'est comme ça que j'ai eu la chance d'être abordé par Prévoyant de Yaoundé. Donc, me prenez pas comme entraîneur titulaire, ça avait Prévoyant de Yaoundé. On accède en première division et dès qu'on arrive en première division, des ambitions naissent et j'ai été approché par l'Union de Douala. C'est comme ça que je pars de Prévoyance pour l'Union de Douala. Et avec l'Union de Douala, on fait une très belle saison. Et en 90, on gagne le titre de champion de Cameroun. Et pour incompatibilité d'humeur avec les dirigeants de l'Union de Douala, je repars. Et c'est comme ça que j'ai été sollicité par Racine de Bafoussam, où je passe 2 heureuses années, champion en 92 et champion en 93. Et après, je repars encore on m'affecte à Messamena,
puisque je suis professeur d'éducation. Et cette affection, le directeur de la caisse, à l'époque, Désiré Ngo, il apprend par voie de radio que j'ai été affecté à Messamena. Et il rentre voir le président du prévoyant. Il dit, mais attends, est-ce que vous avez encore besoin de votre entraîneur? Parce que j'ai appris affecté à Messamena. C'est comme ça que les dirigeants de province renouent le contact avec moi et je me retrouve à Yaoundé. Et en 2015, je vais à Douala pour un stage de 7 mois et dès que je rentre du stage, on me nomme comme entraîneur provincial à Douala. Réunion de Douala et en 97, on gagne la Coupe du Cameroun. Et en 98, je suis de la promotion d'être l'adjoint de Pierre Le Centre à l'équipe nationale. Et en 2000, on gagne la CAN au Ghana, la co-organisation Ghana-Nigeria. Et dès que nous venons, nous sommes remerciés. C'est comme ça qu'en 2002, je me retrouve avec Unisport de Bafang. J'ai passé une année à Bafang, puis je suis revenu à Union de Douala. Après Union de Douala, je me retrouve avec DAC, une équipe de 2e division. Bon, après DAC, je me retrouve avec SAP de Batier. Et bon, donc j'ai terminé avec l'équipe de Batier. Et j'ai décidé d'arrêter parce qu'à un moment donné, toute bonne histoire doit prendre une fin. Et c'est comme ça que 2-3 ans après, je me retrouve au Canada. Et comme on ne peut pas rompre avec ses habitudes et ses habilités, j'ai commencé ici avec des jeunes, d'abord comme bénévole dans le club, d'abord pour faciliter mon intégration. Et actuellement, j'entraîne des jeunes de moins de 17 ans dans une académie appelée Calgary East United. Ok. Jean-Marie, un peu mon parcours et ce que je suis devenu. Et bien, malheureusement, avec le Covid-19, nous sommes confinés à la maison. Merci, Yudam. Très belle histoire que la vôtre, tout comme celle de Ndijol. Nous allons revenir sur certains éléments de cette histoire. Ndiba, ça fait 37 ans, n'est-ce pas? C'est en 83 que vous rentrez dans Kamak de Bamenda. Effectivement, Jean-Marie, mon histoire n'est pas aussi comme mes grands frères qui viennent de parler là tout à l'heure. Tous ont vraiment connu des succès des deux côtés au Cameroun. Moi, par ailleurs, j'ai commencé à jouer en 83 dans Kamak de Bamenda. Et comme un jeune élève, on m'a vu pendant les Jeux scolaires au SUC. Et après cela, le président de Kamak est venu un jour à l'école, dit qu'il est venu me voir pour que je joue dans Kamak. J'étais ravi, comme un jeune, j'étais très content de jouer dans une équipe organisée. Et après ça, tout de suite, on a joué la saison de 2e division au Nord-Ouest, sans défaite. On s'est qualifié pour les Jeux, pour les Interpools, pour accéder en 1e division en 84. Et il faut, pour tout le monde qui connaît le football camerounais, c'était souvent difficile pour les équipes du sud-ouest ou du nord-ouest d'accéder en 1e division. Mais là, nous, on avait une équipe très exceptionnelle en 84, puisque à l'époque, il fallait jouer 9 matchs aux Interpools. Et nous, on a gagné 7 matchs. On a perdu un match et on a fait nul contre Racing. Et c'est le Lion de Yaoundé qui n'avait même pas accédé, qui nous a battu 5-1 à Douala. Donc, on accède en 1e division et on joue le championnat 1e division. Donc, j'ai donc passé 3 ans en Kamak. Après, à un moment donné, je n'étais pas très content de ma vie au Cameroun et je pensais voyager. Donc, j'ai décidé d'aller prendre une prime qui me permettrait de voyager pour les États-Unis. Et donc, je suis en 2e division dans Santos de Yaoundé. Une chose que je regrette un peu parce que ça m'a un peu donné une baisse dans ma carrière pendant que presque tous mes coéquipiers comme le Mbumbu Emile a cédé à l'équipe nationale en 86. Moi,
on avait refusé de recruter un joueur qui jouait en deuxième division dans Santos de Yaoundé. Mais comme toute chose, c'est Dieu qui contrôle. Je suis resté un jour. Un grand ami à moi m'a demandé ce que je fais. J'ai dit non, je joue seulement au ballon. Il m'a dit non, il faut aller faire un concours. Il m'a donc donné beaucoup de conseils que le football va finir un jour. Et c'est comme ça que je suis parti faire le concours d'accès aux Sénégalais de Bamenda. Donc, je suis sorti là en 88 et on m'a affecté à Yaoundé comme maître d'éducation physique au CS de Kounou. Et pendant que je suis à Yaoundé pour faire mes dossiers, donc, mon ami d'enfance, Dipakem Victor, m'amène à l'entraînement du canon. Et après cette séance d'entraînement, c'est tous les supporters qui disaient que si le joueur l'année passée, il n'y a plus football ici à Anguissa. Donc, il y avait pression, même comme l'entraîneur Jean Mangaongere m'aimait, mais il y avait aussi assez de pression par les supporters pour qu'on recrute ces joueurs. Effectivement, j'ai été recruté et j'ai donc commencé ma saison là-bas en 89. En 88-89, la saison 88-89. Et j'ai donc joué avec le canon jusqu'à 2000, juste après la Coupe du Monde 2015, avant de signer dans le Racing de Bafoussam. Donc, mon petit parcours dans le canon, on a été champion. Et on a aussi eu, je crois, une distinction qui a été, je ne sais pas si ça a été, le record a été atteint par une autre équipe depuis que je suis parti du Cameroun. Ça veut dire jouer le championnat sans défaite. Et nous, le canon de 91 avait fait ça. On avait joué la saison, là, c'est M. Yidom qui sort champion du Cameroun, puisqu'on fait un match nul à Yaoundé. On avait le même nombre de points, mais ils nous avaient battu à Bafoussam 1-0. Donc, à Yaoundé, il fallait gagner, mais on a fait un but partout. Donc, le Racing a été sacré champion. Voilà. Et on les avait vraiment félicités parce qu'ils avaient une très bonne équipe. Et après ça, je suis rentré de la Coupe du Monde, un peu abattu. J'ai eu de petits problèmes avec le canon. Je voulais encore voyager pour les États-Unis et je suis resté un jour à Yaoundé. Victor m'appelle et il y a le grand président et l'ancien joueur de Racing de Bafoussam, Timo Serge. Ils ont suivi à la radio que Abega Théophile a donné 12 noms de joueurs que le canon retenait pour le championnat, la saison qui suivait, et que le nom du capitaine de Kémé ne figurait pas dans la liste. Bon, bref, quand on m'a dit ça, que c'était Igualana qui avait lu il avait fait ça à 13h, comme vous connaissez le fameux 13h, c'est le moment de donner les grandes nouvelles. Je n'avais pas suivi, mais effectivement, les gens m'ont dit, oh, tu n'es pas dans la liste du canon. J'ai dit, ok, ça va. Bon, bref, je me cherchais pour aller jouer à Bafoussam. Je suis donc parti à Bafoussam, mais c'est à l'époque où on avait un président riche, le grand Donatien. Et ils m'ont vraiment gardé. Et j'arrive là-bas, je trouve que c'est l'entraîneur Guidjol qui était à ce moment. Et comme il faut préciser, Guidjol André. Guidjol André, pas le footballeur, là, que l'entraîneur. Guidjol André. Donc, je fais une très bonne prestation pendant peut-être 5 mois, 6 mois. Malheureusement, comme mon grand Guidjol Abbé a dit là tout à l'heure, il y a des fois tu perds l'émotion. Et à un moment donné, on joue dans le Racing, le président arrive un jour, il dit qu'il nous reçoit chez lui. Et là, il faut dire certaines choses parce que les gens n'ont jamais compris pourquoi je suis parti avant que la saison ne finisse. Et on va jouer un match à Bamenda, on était deuxième en championnat. Si on gagnait à Bamenda, on devait monter en tête du championnat puisque Prévoyance qui était en tête avait fait un match nul.
Donc, on arrive, on mène 3-0, premier temps. Ah, comme vous savez, le football, c'est qu'il est. À la fin du match, le résultat, c'est 3 buts partout. C'était dit qu'en rentrant de Bamenda, on devait s'arrêter chez le président. Il envoie une nouvelle que comme on a raté, on n'a pas été champion, on n'a pas été en tête. Quand on arrive, que ça a annulé, la réception de chez lui a annulé. Et ça m'a vraiment frappé. Et même pas ça, il dit que bon, il ne paye pas les primes jusqu'à qu'on soit en tête du championnat. Donc, en tout cas, j'étais bien reçu là-bas. J'avais une maison qui était payée par le club, j'avais un salaire. Mais avec toute cette manière que le président nous a traités, moi, j'avais trouvé qu'il est temps peut-être que je quitte le Cameroun. Donc, j'avais donc décidé de quitter le Cameroun pour les États-Unis parce que j'avais des contacts après la Coupe du Monde. Je suis donc arrivé ici. Malheureusement, en 1995, le championnat professionnel aux États-Unis n'avait pas encore été prêt pour commencer. Donc, mon ami Victor, on était venus ensemble, même avion. On a décidé donc de jouer des petits championnats. On est partis à Hawaï. Celui qui connaît Hawaï, c'est bien loin. On se retrouve à Hawaï, 2 Camerounais. Et on joue pendant 5 mois. Le contrat l'a fini, il faut suivre. Je tombe au Mexique pour un peu perdre du temps avant que le championnat MLS ne commence en 1996. Finalement, je m'en vais un peu au Mexique. Je joue au football pendant encore notre 6 mois. Après ça, j'ai eu un contrat avec MLS. Donc, ils avaient un système ici. Ils font les drafts. C'est l'équipe de Kansas City Wiz qui m'avait drafté en 96. Je suis venu là-bas. J'ai passé 2 saisons. 3e saison, il y a eu un problème ils avaient un problème comme nous, les étrangers, on était payés, on avait notre cap de salaire. Donc, ils sont partis chercher un autre joueur européen, un gars écossais. Et avec son salaire, ça devait faire en sorte que donc, on m'a demandé de prendre une baisse de salaire que j'ai refusé. Et là, j'ai été forcément chercher à vivre. Je suis parti jouer dans une autre équipe, dans la même ville, mais qui jouait dans le football en salle. Et c'est là où j'ai donc passé 7 saisons, étant capitaine, et j'ai passé bien ma vie. Et en passant, j'avais même oublié, quand j'ai été drafté à Kansas City, j'ai fini un entraînement et quelqu'un m'appelle à côté, Ndiba. J'ai dit, celui qui m'appelle Ndiba doit me connaître depuis l'enfance. Par ma surprise, c'était le grand Watonse Jean-Marie. Je ne savais pas qu'il vivait à Kansas City. Et là, il me mène chez lui. On passe un bon bout de temps avant qu'il me ramène à l'hôtel, puisque j'étais encore à l'hôtel à l'époque, je venais d'arriver. Mais il avait lu dans la presse de Kansas City qu'il y a un Camerounais qui a joué l'équipe nationale. Il dit que non, celui-ci, je l'ai côtoyé depuis les juniors, donc je dois bien le connaître. C'est lui, ce n'est pas une autre personne. Donc, monsieur Jean-Marie, merci pour tout ce que tu m'as fait dans la vie de football. Finalement, j'ai fini dans ma carrière avec l'équipe de Indoor en 2003. Avant qu'elle ne finisse, j'ai commencé à faire quelques diplômes au niveau des États-Unis. Je gagne donc la licence B et la licence A, ce qui était avant la licence la plus haute aux États-Unis, en croyant que je vais trouver un club professionnel. Mais comme nous tous on connaît, ce n'est pas facile d'avoir le job d'entraîneur. Et finalement, je me suis contacté d'entraîner les jeunes. Et depuis donc 2004, j'entraîne les jeunes. J'ai donc eu un autre job en dehors du Kansas City qui était mieux. Je suis donc arrivé au Texas et actuellement, depuis 7 ans, j'entraîne les enfants dans le cadre de MLS. On a une équipe professionnelle, mais j'entraîne les jeunes. Donc, pour le moment, c'est ce que je fais et on s'en suffit. Voilà. Merci beaucoup, Samuel Ekeme. Tout à l'heure, lorsque vous preniez la parole, vous disiez oh, je peux pas, j'ai pas une carte de visite aussi importante que celle des coachs. Non, vous l'avez. Votre carte de visite, elle est exceptionnelle. Vous avez fait un travail formidable.
capitaine d'une équipe de Cameroun de Yaoundé qui a fait vibrer tout le peuple camerounais et je vous en félicite. Donc chacun à son niveau a fait ce qu'il avait à faire, n'est-ce pas, pour la promotion de ce football camerounais. Je vais revenir sur certains des éléments dont vous avez parlé. Je commence par Albert qui disait « J'étais un rêveur ». Alors, est-ce que c'était, Albert, le bon rêve ou le mauvais rêve quand aujourd'hui vous regardez dans le rétroviseur de votre vie en tant que footballeur, en tant qu'entraîneur et responsable de la fédération? Albert Guijol. C'était des beaux rêves. C'était des beaux rêves. Parce que Jean-Marie, je dois avouer que nous autres avons joué au football quand on jouait avec des moyens de fortune. Par exemple, nous avons joué, il n'y avait pas la télévision au Cameroun. Le Cameroun avait peut-être l'axe Douala, Konsamba qui était goudronné. On voyageait dans la poussière pour aller jouer. On dormait sur les cours d'école. Et je me rappelle, dans le Dragon de Yaoundé, nous avions 50 francs de primes d'entraînement le matin. On avait 1000 francs de primes de match gagné, 500 francs de primes de match nul. Mais on s'y plaisait, on était content. Et moi, personnellement, il faut que je vous le dise, je décide d'arrêter l'entraînement après le match Cameroun-Zimbabwe, quand nous nous qualifions pour la Coupe du Monde 1994. Je refuse de continuer d'entraîner parce que j'avais été écœuré par le traitement ignoble et irrespectueux et même humiliant auquel on avait soumis notre aîné à nous tous, le feu coach Nseke Léonard, qui avait pourtant qualifié l'équipe. Il a été tellement maltraité par les responsables de notre football à l'époque, tant au niveau du ministère des Sports qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, que je me suis dit intérieurement, les choses devraient changer. J'ai dit, les choses devraient changer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les faits? Les faits, c'est que Léonard, qu'est-ce qui se passe? C'est une période de brouille dans le football camerounais. Le coach Nyonga Jules, qui est entraîneur des Lions Indomptables, est à couteau tiré avec le ministre des Sports de l'époque, Feu Massoudé Bernard, qui le relève de ses fonctions et l'affecte en complément d'effectifs à la délégation provinciale à l'époque de la jeunesse et des sports de l'Est à Berthois. Et on nomme donc Nseke Léonard comme entraîneur national. Et nous avons un match au couteau qui se pointait à l'horizon. C'était Cameroun contre le Zimbabwe. Vous savez, à l'époque, le Zimbabwe avait un gardien de but extraordinaire qui avait joué dans Liverpool, je crois, Bruce Problar. Et nous, on l'appelait le Nkono de Zimbabwe. Et le match était difficile. Nous avons quand même pu gagner ce match qui ouvrait la voie royale du Cameroun, au Cameroun pour la Coupe du Monde des États-Unis. Et à notre très grande surprise, c'est que Léonard est remercié. Et c'est donc, ça a été là le déclic. C'est là où j'ai dit non, il faut que je passe de l'autre côté. Parce que bon, si j'entre dans la sphère administrative du football, je crois que, c'est pas que je connaisse beaucoup, mais les petites idées que j'ai et le petit courage dont le bon Dieu m'a comblé peut me permettre de faire passer un message. Et moi, ce message était le respect du footballeur camerounais et le respect de l'entraîneur de football camerounais. Est-ce que vous avez le sentiment, Guijol, que vous avez donc atteint cet objectif? Est-ce que le fait d'être passé de l'autre côté vous a permis de faire bouger les lignes, de faire changer les choses? Oui, le fait d'être passé de l'autre côté, déjà, on a créé l'association des footballeurs camerounais qu'on appelait à l'époque AFC. Là également, j'étais secrétaire général adjoint. On a fait passer le statut de footballeur camerounais. Nous avons fait, par exemple, des campagnes de vaccination sur toute l'étendue du territoire camerounais pour faire vacciner les footballeurs camerounais du tétanos. Nous étions supportés par l'Union nationale des footballeurs professionnels de France, créée par notre aîné,
Feu Njoleya. Et au niveau de la Fédération camerounaise de football, l'une de mes batailles aussi était la camerounisation du staff technique des Lions Indomptables. Et je peux vous dire, quand nous sommes arrivés à la FECAFOOT, c'est le Belge Henri Depureux qui entraînait les Lions Indomptables. Et par rapport à notre envie de voir notre football géré par des Camerounais, on a nommé un collège d'entraîneurs, Manga Ungene, Akono Jean-Paul, Wansi Dominique et Sadi Jean-Pierre à la tête des Lions Indomptables. Malheureusement, Jean-Marie, comme l'une des grosses faiblesses de notre système, c'est la mauvaise gestion de nos ressources. C'est comme on gère mal les ressources minérales, même les ressources humaines chez nous. C'est-à-dire on avance d'un pas, on recule de 10 pas. Après la Coupe des Nations de Burkina Faso en 98, le staff technique camerounais a été remplacé par un entraîneur expatrié, malheureusement, et c'est le cycle infernal. Mais jusqu'ici, je peux quand même dire à vos auditeurs que les problèmes qui ont été des soucis pour nous autres quand nous entrions à la FECAFOOT sont les mêmes problèmes qu'on retrouve aujourd'hui, 20 ans après. Et pour moi, je me pose toujours la question de savoir où va le Cameroun, où va le football camerounais. Les choses n'ont pas bougé du tout. Le président du Cameroun ne peut pas être un Camerounais. Tous nos ministres ne peuvent pas être des citoyens camerounais. Tous nos généraux d'armée ne peuvent pas être des citoyens camerounais. Et on me dit que c'est le football qui dépasse un citoyen camerounais. Déjà qu'on a notre ami et frère Akono Jean-Paul qui a prouvé le contraire. Des entraîneurs comme Fougueté Raymond ont prouvé le contraire. Le coach Yudom est là. Il sait de quoi je parle. Nous n'avons rien à envier aux entraîneurs expatriés. Mais lorsqu'il faut nommer un entraîneur national au Cameroun, c'est une gymnastique intenable. Donc, oui. Je peux vous dire que les choses n'ont pas bougé. Oui, je crois que la décision est politique ici et que les techniciens, vous intervenez dans une moindre mesure. Yudom, je reviens à vous, Yudom. Vous parliez d'incompatibilité avec les responsables de club. En fait, parlez-nous un peu de la relation entre les entraîneurs et les responsables, présidents de club. Non, Jean-Marie, bon, tu vois, les comportements dépendent des clubs et des personnes. Bon, si tu me permets, je vais prendre quelques présidents de club et puis pour aider mon propos. Par exemple, quand j'étais à Prévoyance, la première année, quand nous étions en deuxième division, j'avais des très bonnes relations, mais une fois que l'équipe monte en première division, les problèmes commencent. Parce que quand nous montons en première division, à la fin des interpôles, je fais un rapport que je dépose au directeur général, au bureau du directeur général de la CNPS. Dans mon rapport, j'ai fait une proposition. J'ai dit que Prévoyance étant une équipe de société, et beaucoup d'équipes au Cameroun sont à coloration des tribus comme Canon, c'est comme Canon, sur la base populaire, c'est Canon de Borada, Tonnerre, Calara, de Bababébé. J'ai dit, bon, notre objectif, c'est de... Canon de Yaoundé, c'est Konogo, je veux dire. Oui, Konogo, pardon. C'est le TKC de Borada, oui. Donc, je dis, bon, il faut qu'on mette une équipe compétitive pour qu'on tire le public par notre manière de faire. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné le plein pouvoir de recruter des jeunes. Mais j'ai été surpris, l'équipe évolue très bien. Nous sommes en pleine réunion. Le président Akwa, il dit, mais Yudom, moi je ne savais pas que tu étais un tribaliste. Tu as fait de l'équipe de Prévoyance une équipe Bassa.
Bon, Eyoum, qui était le président de la section football, dit, mais président, lui dit, il va me léguer. Il dit, bon, faut ça change quoi. Moi, et quand il dit qu'on avait fait l'équipe Bassa, ben, c'est terrible parce qu'en fait, on nous avait dit de prendre des joueurs compétitifs et ces joueurs étaient en train de donner des résultats. Donc, dans mon esprit, quand j'allais recruter les joueurs, je ne tenais pas compte de l'appartenance, je prenais les joueurs qui pouvaient nous donner les résultats, les joueurs qui pouvaient nous permettre de jouer. Donc voilà un des points sur lesquels il y a eu rupture entre le président et moi. On ne s'entendait plus, on n'avait plus la même vision. Donc, c'est peut-être une tribu, mais moi, j'étais en train de regarder l'objectif qu'on m'avait assigné. Lequel objectif, c'était de mettre une équipe compétitive pour avoir pour se maintenir en première division, puisque c'était l'objectif. Bon, maintenant, quand j'arrive à Douala, je trouve une autre philosophie. D'abord, quand j'arrive, le premier jour, le premier m'invite chez lui et me demande, dis-moi, tu es un entraîneur gagnant ou un entraîneur battant. Ça me... Bon, déjà que le Fengelezek, ancien entraîneur de l'Union de Douala, quand je quittais Yaoundé, il m'a dit, attention, si tu vas à Douala, tu auras des problèmes avec le feu de Waoumé et Kamde. J'ai dit, comment? Il dit, non, ils vont chercher à t'imposer des joueurs, voilà. Mais il faut que tu saches. Donc, quand il me dit, il me pose la question, tu es un gagnant ou un battant? Il dit, moi, je crois que je suis un battant. Il dit, non, mais lui, si je suis un battant, il est un gagnant. Je dis, mais si vous gagnez sans vous battre, tant mieux, mais moi, je me bats pour gagner. Il dit, mais après, il me dit, bon, tu sais que dans cette histoire du football, il faut se protéger. Je dis, président, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Il dit, mais non, il faut que tu saches que parfois les supporters peuvent ne pas être d'accord. Je dis, président, j'aime être responsable des actes que j'ai posés. Bon, j'ai compris que par la suite, il voulait imposer des joueurs. Déjà, pour étayer mon propos, pour que tu me comprennes profondément, à la 7e journée, on avait un match contre Dynamo de Douala. Et tu sais que c'est un match très important pour le club. Deux grandes équipes de la ville, avec tout ce que ça comportait comme rivalité. Et je dis, ce soir, on se retrouve à l'hôtel plus tôt. Femba, qui était mon meilleur joueur, l'un de mes meilleurs joueurs, il y a 21h. Et à 21h, je lui dis, non, tu dois rentrer chez toi. Ah là, ça c'est déjà un coup de tonnerre. Quand on demande à Femba de rentrer chez lui, c'était pas possible. Femba pas, moi je crois qu'il est rentré chez lui. Mais quelques minutes, il revient à l'hôtel avec le Prangawa. Le Prangawa va me savoir pourquoi. Je dis non. Ça, c'est une discipline. Il dit, donc, je te dis, si on perd le match en Femba, vraiment, ce sera un scandale. Dynamo, si Dynamo gagne, je peux pas aller au travail, ma femme ne peut pas aller au marché. Bref, je lui dis, président, je préfère perdre ce match dans la discipline et gagner 5 autres matchs que de gagner ce match dans l'indiscipline et perdre. Voilà l'origine de nos difficultés. Effectivement, bon, Femba n'a pas joué et nous avons gagné. Et c'est comme ça que j'ai de l'emprise sur mes joueurs et voilà. Et l'année suivante, tu sais que pour visser le coach, il faut mettre les joueurs en difficulté. Donc, on ne payait plus les primatants, on ne payait plus le loyatant, et puis bon, voilà. Nous sommes allés à un match au Gabon. Et nous avons perdu ce match contre F105, je crois 5-1. Et j'arrive, on dit non, c'est une honte, on part. Et j'ai dit au président que bon, si vous ne voulez pas savoir pourquoi on a perdu, il dit pourquoi on a perdu. Et si vous ne voulez pas améliorer, on va continuer à perdre. Il dit non, si les gens ne veulent pas travailler dans ces conditions, et puis moi j'ai pris mes responsabilités, je suis parti. Bon, mais maintenant j'arrive à Bofsam, je trouve un autre climat. Je trouve un ancien joueur qui
et président qui comprend les problèmes. C'est pour ça que les plus belles lettres, je crois que je l'ai signé avec le président Senghor. Parce que tout ce que tu m'as donné, il dit voilà l'objectif du club. Je lui ai dit, bon, président, si l'objectif c'est d'être champion, il nous faut les moyens humains, il nous faut les moyens matériels. Et il mettait tous ces moyens. Et lui, il attendait le résultat. Et quand il y avait des difficultés, il convoquait les staffs, on discutait et ensemble, avec son expérience, on mettait en communion nos expériences pour surmonter les difficultés de l'équipe. Donc voilà, ces incompatibilités, il y a des présidents qui veulent être à la fois président et sélectionneur. Ça, c'est l'une des difficultés qu'on rencontre dans le club. Et quand je reviens à Provence en 1995, j'ai constaté que les trésoriers, le secrétaire général de l'équipe, ils avaient des cousins. L'équipe, c'est devenu une affaire de famille, dont chaque groupe avait. Et là, je leur ai dit, pour qu'on mette une équipe compétitive, il faut qu'on revienne à l'ancienne formule. Il faut qu'on recrute des joueurs sur la base de leurs compétences et non sur la base de leur soutien. Donc voilà les difficultés que les entraîneurs ont dans les clubs. Okay. Voilà en gros. Et puis, on pourra revenir sur certaines choses. Voilà, merci. Samuel Ekeme, joueur capitaine emblématique du Canon de Yaoundé. Vous avez parlé de votre départ du Canon à un moment pour le Racing de Bafoussam. Et puis, d'abord, est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi est-ce que vous n'étiez pas dans la liste numéro 1? Et deuxième question, quels sont vos rapports avec Donatien, l'ancien président du Racing de Bafoussam? Ekeme. Bon, ben, merci de m'avoir posé cette question. C'est quelque chose que je n'avais jamais discuté. Donc, Canon, à un moment donné, avait des petites camps, des divisions. Et cette division, paix à son âme, a été amenée dans le club par le feu Abega Tufil. Quand Abega rentre dans le Canon comme directeur sportif, il trouve comme entraîneur Manga, Jean Manga Ongene, et Eyoum. On avait deux entraîneurs. Et les deux entraîneurs, il n'y avait pas l'adjoint, il n'y avait pas nos premiers, dont les deux travaillaient, surtout que Eyoum avait entraîné Manga. Ils avaient une très bonne relation, la façon qu'ils travaillaient. Donc, on joue bien, on a passé des saisons ensemble. Après, je crois que c'était ma 3e ou 4e année dans le Canon, à Bega, on l'a installé comme directeur sportif. Bon, il amène les belles idées, mais les idées qui n'étaient pas vraiment conformes dans les réalités du pays. C'est-à-dire, premier point, il demande qu'on cesse de payer les joueurs de prime au stade, c'est-à-dire qu'on amène l'argent. Tous les joueurs avec les entraîneurs doivent ouvrir un compte à BSEC. Et que les primes vont désormais verser dans ces comptes. Bon, ce qui était génial, mais en réalité, ce n'était pas vraiment visible pour le Cameroun à l'époque. Et de là, ils ont eu des problèmes sérieux et que tout le monde qui parle à Bega et Manga Ongene, qui connaît bien les problèmes du Kwaku, doit connaître qu'ils ne se sont jamais entendus quand Abega avait monté un coup de prendre le capitanat des mains de Manga Ongene. Depuis, quand Manga a été élu meilleur joueur africain, il a donc voyagé avec le président du Canon à l'époque, Kungu, pour aller prendre son trophée. À l'époque, c'était en France. Derrière son dos, Abega a réuni l'équipe et il vote que c'est Abega qui doit devenir capitaine. Ceux qui n'ont pas connu ça doivent suivre ça aujourd'hui. Depuis dès lors, les deux ne sont jamais entendus. Ils jouent ensemble à l'équipe nationale, comme dans le club, mais ils n'étaient jamais amis. C'est pour aussi dire que dans le club, tu ne dois pas vraiment être ami pour jouer avec l'autre. Donc les deux ont joué pendant les années. Si je ne vous dis pas aujourd'hui, bien quelqu'un ne vous dit pas, vous ne pourrez jamais connaître que vraiment les deux là, ça n'aidait pas.
sauf peut-être les grands qui ont parlé avant moi, mes entraîneurs, là, et que je suis que c'est la promotion de mon grand Albert qui a demain joué avec ces gens-là. Donc, ils n'ont été jamais amis, mais ils ont passé tout ce temps à jouer ensemble. Maintenant, il arrive qu'ils doivent encore venir gérer le canon ensemble. Donc, ça n'allait pas. Ils se sont chamaillés, querellés même un jour devant tout le monde après une séance d'entraînement en Congo. Donc, à un moment donné, tu savais déjà qu'il y a le problème. Manga a donc refusé qu'il, lui, ne crée pas une compte bancaire. Que celui ne veut pas le payer. Et Manga n'a jamais été payé. Parce qu'il a refusé d'ouvrir un compte. Bon, le problème continue. À un moment donné, on va donc perdre. Je peux dire que la plus mauvaise défaite de ma vie. On perd un match de coupe du Cameroun en Gaoundéré contre une équipe de l'extrême nord, Simencam de Figuel. L'équipe là nous amène au tir au but, on perd. Imagine-toi une équipe de canon, on va en Gaoundéré avec le Boeing 337. On arrive là à Bel Hôtel. 12 joueurs appelés le lundi pour aller à l'équipe nationale. On perd contre une équipe qui est 7e du championnat. C'est pour encore encourager les gens. La coupe, tout peut arriver. C'est un match. Donc, on ne la gagne pas avant de la jouer. On perd dans ces matchs. Le lendemain, Abega annonce que Manga a été limogé. Il limoge seulement Manga et laisse Eyou. Bon, pour continuer, quand il arrive, donc, il m'installe comme capitaine parce qu'il avait aussi les problèmes avec les joueurs qui étaient très proches à Manga, c'est-à-dire Dipaken. Et on en a Jules Denis qui était le capitaine quand le feu MFD est parti professionnel. Donc, ça dit il y a déjà un problème parce qu'il m'installe, mais on a eu un problème. Les joueurs n'ont pas vraiment été d'accord, et moi-même. Mais il me convainc, il dit non, je dois rester du côté du staff, je ne dois pas rester avec les joueurs. Il dit non, moi je suis footballeur, je dois vraiment rester. Bon, je reste capitaine. Avant la Coupe du Cameroun, finale de la Coupe du Cameroun 93, là où le Canon gagne contre le Léopard de Douala 2-0. À la veille de ces matchs, Abega tient la réunion d'habituelle, traditionnelle de Canon en Vombi ou en Congo. Dans ces réunions, ça a été dit qu'ils ne veulent pas qu'un gars qui n'est pas Betty soit capitaine de ce match. Wow. Ils prennent la coupe devant les mains du président, son excellence. Donc, il y avait déjà un peu de tribalisme là-dedans. Tu vois ça venir. Bon, nous, on n'était pas au courant parce que Eyebe nous avait sorti de Yaoundé, on était chez lui à mon atelier. Donc, la réunion, je ne savais pas qu'il y avait une réunion ou bien ce qui se sont dit à la réunion. Maintenant, le président Eyebe entend la réunion, ce qu'ils ont décidé. Il court vite à mon atelier, il vient me donner un moral pour me dire que si tu attends quelque chose comme ça, moi, je ne veux pas laisser ce genre de tribalisme dans le canon de Yaoundé. S'il ne te voulait pas comme capitaine, tu devais déjà sortir comme capitaine depuis le début de la saison. Maintenant que tu es arrivé en demi-finale, en quart de finale et en finale, c'est toi qui serais le capitaine du match. Mon grand frère, je ne veux pas mal parler de lui, je le respecte tellement, Dida Grégoire. C'est lui ou Fédé qu'on voulait qu'il porte le brassard pour ce match. Mais lui, il a eu le courage de venir me demander s'il peut prendre le brassard après la victoire. C'est-à-dire qu'on finit de gagner 2-0. On est prêt à monter voir le président, prendre la coupe. Il vient me dire, je dis non, grand frère, c'est ma seule occasion de rencontrer le président de la République et prendre une coupe du Cameroun entre ses mains. Donc, cette vidéo, je lui ai dit, reste derrière moi. Dès que je prends la coupe, je vais te la présenter. Et toi, tu vas donc aussi. Mais
C'est comme ça que ça s'est donc passé. J'ai donc pris la coupe de main du président. Et effectivement, on avait communiqué au président que le capitaine, c'est un anglophone. Donc, il me l'a dit. My congratulations, Mr. Captain. Ce qui est sorti du bouche du président. Il m'a parlé en anglais. Donc, quand j'ai donc pris la coupe, j'ai donc remis en Bila. C'est là où donc on a commencé à sentir qu'avec et moi, il y aura des tiraillements. Deuxième point, le président Yébé m'a aimé à un point où moi, j'étais presque comme un dirigeant de club. Je sanctionnais les fouets. Moi, je faisais la discipline au canon. Je les sanctionnais, coupé de primes, fait travailler après la séance d'entraînement dur. Parce que, comme c'était les jeunes gamins, les Mimpo, les Sage, Oni, tous ces jeunes-là, c'était de bons joueurs, mais ils étaient un peu indisciplinés. Donc, quand ils ne venaient pas à l'entraînement, ou bien on me dit qu'ils étaient en boîte avant de venir jouer un match, surtout si on perd, moi je les coupe l'argent. Et ils parlent au président, il dit, oh, va voir ton capitaine. Donc, Abega n'avait jamais aimé que c'est un joueur qui s'occupe de payer les primes des joueurs. Et les joueurs n'avaient jamais eu de problème. Et c'est moi qui s'occupe de leurs primes. Et ils avaient leurs primes tout le temps. Ça, c'était le deuxième point qu'ils n'avaient pas aimé que je suis capitaine. Ou bien je suis encore dans le club. Maintenant, troisième point, on rentre la Coupe du Monde. En partant de la Coupe du Monde, ils savaient qu'on a un match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des clubs. On devait aller au Togo. Maintenant, j'arrive fatigué. Imagine-toi à l'époque, c'était pas maintenant qu'il y a tellement de professionnels. Il y avait 11 professionnels et 11 amateurs en 1994. Et nous sommes partis du Cameroun en février. Au début des premiers 2 mois de ce stage, c'était presque 3 séances par jour. Et il faut lutter pour être dans le groupe. Donc, je me suis vraiment épuisé de février jusqu'en juin. Donc, je suis resté aux États-Unis à la fin de la Coupe du Monde. J'ai vu la finale. Maintenant, je rentre au Cameroun. La semaine où je rentre, on me dit de partir jouer contre Agaza de Lomé. Là, j'ai dit non. Je viens d'arriver. Laissez-moi un peu me reposer. Que les enfants aillent jouer. En plus, on venait de perdre Kala et Fouet qui ont signé les contrats professionnels. Donc, l'équipe a été un peu faiblie. On part donc à Lomé. On perd le match 3. On revient. Il y avait les travaux au stade Amadou Ido. Il fallait jouer à Douala. On va donc jouer le match de retour à Douala. Je me suis déjà entraîné bien. On joue le match. On mène 1-0. Il nous faut encore un but pour éliminer l'équipe. Ça ne nous arrive pas. On frappe le poteau. J'ai raté un dernier coup. C'était même pas un coup franc. Comme toute l'équipe, nous tous, même les défenseurs, nous tous, on avait tellement pressé l'équipe. On était dans leur camp tout le temps. J'ai donc frappé une balle qui a frappé la traversale. Après, on nous élimine. Avec appel, le président était en Europe. Il a toujours dit que le gars, s'il n'aime pas le canon. Il est là seulement, le canon l'a fait riche. Donc, il a commencé cette petite polémique derrière mon dos, je ne savais pas. Donc, sans même l'accord du président, il est parti nous annoncer, comme je vous l'ai dit avant, il a annoncé que voici les 12 joueurs que le canon va retenir pour la saison prochaine. Ok, d'accord, on a compris. Bon, maintenant, vous arrivez à Bafoussam. Une des questions, quels ont été vos rapports avec le président du Racing de Bafoussam à l'époque? C'était Donatien Poignet. Oui, effectivement, j'arrive dans Racing, on m'accueille très bien. Je ne l'avais jamais rencontré. Je savais seulement qu'il y a un président nouveau. Et effectivement, un jour, il vient nous rendre visite. Il nous salue. C'était ma première fois. La deuxième fois, c'était là où je devais le rencontrer chez lui, là où il a annulé la réception après le match nul qu'on a fait à Bamenda. Donc, je ne peux pas trop parler de Donatien parce que je ne l'ai pas connu longtemps. Et en plus, ce que je sais, c'est qu'il a tellement versé de l'argent dans le Racing. C'est un peu l'une des raisons que je suis parti à Bafoussam. Et on m'avait très bien encadré. J'avais un très bel appartement. Et j'avais un salaire. Et le prix de match,
était bien élevé, même comme on ne payait pas. C'était les rares prix de match au Cameroun, à part Olympique, qui était dans les $50, 50 000 CFA, s'il vous plaît, les dollars, 50 000 francs CFA par match gagné. C'était accumulé, qui n'a jamais été payé. Donc, je suis parti du Bafsam sans vraiment aperçu tous mes prix. Et en plus, je rentre au Cameroun et les supporters de Racing m'accusaient tout le temps quand je viens voir un match, ils parlaient de Raymond Doho et qui m'est parti avec l'agent de Racing. Bien sûr, j'avais eu un peu d'argent, mais ce qu'ils comprennent aujourd'hui, c'était parce que le président avait commencé à nous traiter comme le vaurien et moi, je ne voulais pas supporter ce genre de... Qu'est-ce que vous entendez par vous traiter comme des vauriens? On dit qu'il avait beaucoup C'est-à-dire d'argent. le manque de respect. Moi, je dis ça, c'est le manque de respect. Vous dites à une équipe, je suis là, il venait rarement, il n'était pas au Cameroun, il était rarement au Cameroun, donc il était arrivé et il dit, bon, vous partez à Bamenda, je vous reçois, il y a un petit dîner chez moi. Tu t'imagines, tu veux aller chez le président, tu sais que tu vas manger un bon repas. Et l'esprit d'être chez le président. Et en plus, il vous demande que vous devez être en tête. Le championnat n'est même pas, on n'avait même pas encore joué 20 matchs. Il y a 30 matchs au Cameroun, on n'avait même pas encore joué 20 matchs. On était peut-être à la 18e journée, on était deuxième. Il dit qu'il ne paye pas les prix tant que nous ne sommes pas premiers en championnat. Et moi, je ne voulais pas tolérer ça. Ok. On va revenir un peu sur les relations entre coach. Yudom, je vais m'adresser à vous tout à l'heure. C'est toujours quelque chose d'être dans l'équipe d'encadrement de la sélection nationale. Comment est-ce que vous vous retrouvez justement entraîneur adjoint? Bon, Jean-Marie, je ne peux pas dire exactement. Bon, disons que après tout le parcours dont j'ai exposé tout à l'heure, quand je rentre du stage d'Allemagne en 1995, on me nomme entraîneur provincial du littoral. Et parallèlement, on nomme le staff camerounais, comme disait le grand frère Albert, des Manga, Akono, Wansi et Sadi. Ils vont à la Coupe d'Afrique, ils sont en quart de finale. Et quand ils rentrent, on le vit. Bon, disons que quand ils rentrent, il y a c'est Joseph Ouna organise un séminaire à l'INJS pour la préparation de la CAN 2000 et de la Coupe du Monde 2002. C'est-à-dire d'analyser et de faire des propositions pour ce double challenge. Moi, j'étais entraîneur provincial, je suis invité à ce séminaire. Et à ce séminaire, on me nomme président de la commission de technique et puis comme rapporteur. Il était question pour nous d'analyser le programme de préparation de l'équipe nationale pour CAN 2098. Et après l'avoir analysé, nous avons constaté que le programme qui avait été proposé était un programme réaliste et réalisable. Mais ce programme a connu des difficultés. Lesquelles difficultés? Après leur match amical à Garoua contre Coton Sport, ils vont à N'Djamena et arrivés à N'Djamena, après leur match amical, la SECNA grève. Ce qui fait que l'équipe n'arrive pas à se déplacer pour le Burkina Faso pour les derniers matchs d'acclimatation. Oui, Yudom. Et dès qu'ils arrivent à 4 jours de la compétition, pardon? Yudom? Oui. Oui, j'ai une question. Est-ce que, en fait, pour être plus précis, est-ce que vous êtes consulté avant que d'être nommé dans l'équipe? Est-ce qu'on vous appelle, le ministre, je ne sais pas, ou le directeur
des responsables techniques? Est-ce qu'on vous appelle, on vous écoute? Bon, je voulais expliquer un peu le processus. Bon, voilà, mais pour anticiper, bon, tout ce que je sais, c'est que quand on est l'équipe nationale, j'étais allé à N'Djamena. J'étais allé à N'Djamena pour recruter certains joueurs pour voilà. Et j'appelle ma femme le vendredi pour lui dire, parce que le vol au N'Djamena, c'était le samedi et le mardi. Je lui ai dit que je n'ai pas fini ce que j'avais à faire. Je ne reviendrai que mardi. Il dit non, il faut que tu rentres. Parce que depuis hier, le directeur administratif de l'équipe nationale t'a appelé plus de 4 fois. Et je lui ai dit que tu es parti au village. Et j'étais obligé de rentrer. Et quand je rentre, j'appelle le directeur administratif. Il me dit il faut que tu nous retrouves à Yaoundé demain. Honnêtement, il m'a quoi? Et il me dit si tu arrives à Yaoundé, tu vas à l'hôtel Memi. Donc, je dis mais je ne peux pas. Il faut attendre lundi pour informer le délégué pour qu'il me mette en mission. Il me dit ok, j'ai compris. Bon, le dimanche matin, je suis allé au 2-0 et que je reviens à la maison, je trouve mon ordre de mission. J'ai dit à ma femme, je ne comprends pas cette histoire. On m'appelle, j'ai dit d'attendre lundi. Bon, c'est comme ça que j'arrive à Yaoundé. Je vais à l'hôtel Memi. Et dès que j'arrive à l'hôtel Memi, je rencontre Manga Ongene et dit effectivement, il vient là, dans le cadre de l'équipe nationale. Voilà comment ça s'est passé. Ok. Et pour la petite histoire, donc nous on a commencé les entraînements le lundi et jeudi, la presse commence à écrire que mais on ne comprend pas, lui donc se retrouve en catimini à l'équipe nationale, quand c'est les autres on publie et le ministre vient aux entraînements avec les journaux. À la fin de l'entraînement, il me dit mais lui donc voilà, tu étais tranquille là, voilà. Maintenant, là, c'est les journaux qui, voilà. Et immédiatement, le vendredi, on sort la note. C'est comme ça que je suis nommé à l'équipe nationale. Donc, consultation préalable, bon, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on m'a appelé quelques jours après pour me dire de rejoindre Yaoundé. Et après, bon, la note est sortie. Oui. Je ne sais pas si j'ai... Absolument, vous avez répondu à la question. Maintenant, je m'adresse à Ndijol. Vous qui étiez dans l'administration, comment est-ce que vous préparez, comment est-ce que ça se prépare, la sélection d'un responsable de l'équipe nationale de football? Est-ce qu'au niveau de la fédération, vous dites au ministre, bon, voilà une liste que nous avons arrêtée, nous les avons interviewés, et voilà par ordre de mérite des personnes qui pourraient assumer ces responsabilités? Oui, j'ai vécu en direct le passage témoin entre l'entraîneur Henri Despireux et le staff technique camerounais Manga Ongena Kono Jean-Paul, Jean-Pierre Sadi et Dominique Wansi. Lorsque nous avons décidé de camerouniser le staff technique, c'était à l'époque du Premier ministre Peter Mafani Moussongé. C'est pour ça que je dis, j'ai quand même rencontré des grands Camerounais dans le football. Parce que l'ambassade de Belgique, l'ambassadeur s'est investi personnellement pour que Henri Despireux ne parte pas de l'équipe nationale. C'était à l'époque du ministre Samuel Macon. Et le Premier ministre a demandé qu'on lui donne les raisons pour lesquelles nous ne voulons plus de l'entraîneur belge. Et comme tout à fait par hasard, à la FECAFOOT, il s'est avéré que dans le bureau directeur, c'est moi seul qui avait été footballeur et entraîneur. On m'a confié ce dossier au niveau de la fédération. J'ai donné les raisons et le Premier ministre a accepté et il a demandé donc qu'on lui donne le profil, le job description des 4 entraîneurs. Parce que bon, dans sa tête, c'est un profane, il ne comprenait pas que 4 personnes puissent entraîner une équipe nationale.
Donc, ce dossier également, on me l'avait coté. J'ai fait le profil de chaque entraîneur et j'ai donné le job description de chaque entraîneur. Et c'est comme ça. Donc, qu'on m'a envoyé consulter ces individus. Je me rappelle, à Kono Jean-Paul entraînait encore le Canon de Yaoundé. Je l'ai appelé à l'hôtel Mémi, effectivement, pour lui dire que non, il faut arrêter l'entraînement de club parce que nous avons beaucoup d'ambition avec notre équipe nationale et nous sommes qualifiés pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Et pour nous autres, pour la fédération et même pour le gouvernement de la République, il faudrait que des Camerounais conduisent les Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde. C'est comme ça donc que j'ai consulté Wansi, Jean-Pierre Sadi, et bien sûr Jean Manga Ougane, et tous étaient d'accord. Et c'est comme ça qu'on a donc officialisé leur nomination. Et là, les choses allaient très bien. Malheureusement, il y a eu un changement de ministre et le nouveau ministre des Sports qui est venu, dont je ne veux pas prononcer le nom. Non, mais allez-y, Guidjol, pour qu'on puisse mieux comprendre. C'était à l'époque du ministre, le professeur Ouna Joseph. Voilà. Il a tout chamboulé. L'entraîneur Claude Leroy a été rappelé au chevet du malade Lions indomptables. Et je peux vous dire, Jean-Marie, j'ai beaucoup souffert de cette situation. Mais quand on est un grand garçon, lorsqu'on est républicain, il y a des choses qu'on fait, parfois même contre son gré, simplement parce qu'on veut que tout aille pour le mieux, même si c'est un fait de hasard. Parce que curieusement, le jour où Claude Leroy arrive à Douala, c'est moi qui suis chargé d'aller le recevoir à l'aéroport de Douala. Je me rappelle, je suis rentré dans les toilettes de l'aéroport. Quand l'avion a atterri, j'ai écrasé quelques larmes d'émotion parce que je ne comprenais pas ce que l'on voulait faire du football camerounais. Donc, c'est comme ça que Claude Leroy était venu et vous savez la suite parce que quelques mois après la Coupe du Monde de France 98, la FIFA a suspendu tous les organes administratifs de l'Africafoot pour nommer une cellule exécutive provisoire parce que ça n'allait vraiment pas, ça ressemblait plus à rien. Ok. Nous allons revenir tout à l'heure et on va aborder le problème des pressions au niveau des présidents par rapport aux coachs, pression des coachs sur les capitaines ou alors vice-versa. On va parler de tout ça tout à l'heure. Mais avant, vivons un peu une période avec les Lions de 80 à 90. C'est une histoire des Lions indomptables. Nous allons essayer de revenir là-dessus. Lati, au niveau de la régie, on regarde. Grâce au label Lions indomptables, l'équipe nationale du Cameroun a porté l'Afrique sur ses épaules décennie après décennie. Retour sur la période 1980-1990. 1982, première participation à la Coupe du Monde. L'Espagne accueille une équipe solide bardée de 3 ballons d'or africains, 5 joueurs évoluant en Europe et presque 10 joueurs du Canon de Yaoundé, 3 fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais ils font 3 matchs nuls. Face à l'Italie, 1 minute après le but de Graziani, les attaquants camerounais qui n'ont pas aimé la stratégie défensive de l'entraîneur français Jean-Vincent s'expriment de leur manière. But de Grégoire Mbida surnommé Arantes. Le Cameroun est invaincu, mais éliminé à la différence de but avec l'Italie. 1984, l'année de la confirmation. La Coupe d'Afrique des Nations commence plutôt mal, mais les Lions se relèvent, battant même le pays organisateur. Ils viennent à bout des Fennecs d'Algérie après les tirs au but
en demi-finale. La finale les oppose au Nigeria, déjà champion d'Afrique en 1980. Mais ce Cameroun-là, renforcé de Bonaventure Ndjonkeb et Isaac Sinkot de l'Union de Douala, n'a peur de personne. À la 32e minute de jeu, sur coup de pied arrêté, Grégoire Mbida fait la passe à René Ndjeya de l'Union de Douala qui égalise. De retour des vestiaires, c'est un festival. Un jeu de 1-2 avec Mila permet à Théophile Abega, dit docteur, qui sera élu Ballon d'Or, d'inscrire le deuxième but. L'addition est même salée grâce à NSC Bongué. Après cet exploit, les Camerounais déposent leur valise à Los Angeles pour les Jeux Olympiques d'été. Ils perdent 2 matchs mais gagnent l'Irak, revenant avec beaucoup de promesses. En 1986, la finale âprement disputée contre l'Égypte, pays organisateur, se termine sur un coup du sort. Les nouveaux talents comme André Kanabiyik et Roger Fenba, 2 fois buteurs, annoncent les couleurs. En 1988, les Lions indomptables renversent l'Égypte d'entrée de jeu. Le but de Cyril Makanaki, sociétaire de Toulon en France, donne la victoire face au Maroc, le pays hôte. En finale, c'est encore le Nigeria, un peu plus inspiré d'ailleurs. Le Cameroun a ses atouts. Joseph-Antoine Bell au catch de Marseille, un milieu de terrain impeccable, Roger Mila. D'ailleurs, fauché à la 55e minute, permet à Emmanuel Koundé de marquer un magnifique penalty. Le capitaine Émile Mbumbu laisse l'honneur à Mila de lever le trophée. Le meilleur buteur venait d'annoncer sa retraite internationale. 1990, malgré les talents d'Afrique, le football du continent n'est pas très respecté dans le monde. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun, pour reprendre le président Paul Biya, qui décide de ramener Roger Mila après une Coupe d'Afrique lamentable. En Italie, les Lions indomptables vont affronter le tenant du titre de la Coupe du Monde, l'Argentine. C'est David contre Goliath. Le 8 juin 1990, François Omambiyik permet au Cameroun d'atténuer l'orgueil de Maradona et compagnie et d'entrer dans l'histoire. Face à la Roumanie, c'est un lion de 38 ans qui donne raison au chef de l'État. Le doublé de Roger Mila propulse le Cameroun au second tour comme le Maroc en 1986. Et là, le type là. Face à la Colombie, il faudra attendre les prolongations pour assister au festival de Mila qui humilie le gardien René Ingita. Le Cameroun ouvre la voie à l'Afrique en accédant au quart de finale de la Coupe du Monde. Les buts d'Emmanuel Koundé et de Jeanne Keke ne suffisent pas pour qualifier le Cameroun en demi-finale face à l'Angleterre. Mais l'exploit des Lions indomptables offre le respect à l'Afrique et contribue à la paix dans un Cameroun qui expérimente à peine le multipartisme. Roger Mila est logiquement élu Ballon d'Or pour la 2e fois, 4 ans plus tard aux États-Unis, alors qu'il n'a joué qu'un seul match. À 42 ans et 39 jours, il bat ses 2 records. Meilleur buteur africain du mondial et plus vieux buteur de la compétition. Record qu'il conservera pendant 20 ans. Désormais, le beau football colle à la peau du Cameroun et les Lions indomptables offriront jusqu'à 5 places du mondial au continent africain. Le football est donc devenu pour le Cameroun un instrument de paix, de diplomatie et un déclencheur de passion et de bravoure dans tous les secteurs d'activité. Une véritable religion basée sur le fighting spirit. Merci. On parle du fighting spirit des Lions indomptables. Justement, à propos de ce fighting spirit, comment expliquer là? Je ne sais pas, vous avez encore les souvenirs de 90, le Cameroun qui mène face à l'Angleterre et qui n'arrive pas à passer le cap. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, vous les coachs? En 30 secondes, Yudom.
Oui, tu sais, Jean-Marie, le football, disons que notre non-qualification était due à une euphorie. Tu sais que nous sommes arrivés à un niveau où, on est arrivé à un niveau où l'euphorie a pris le cap sur la concentration. Parce que nous, on perd ce match par un manque de concentration. Si tu as remarqué notre parcours pendant cette compétition, à l'époque, il n'y avait pas de faute quand, après une passe retour, le gardien pouvait récupérer la main. Et c'est comme ça qu'on a géré tout le match. Mais, curieusement, à ce match, on a perdu le contrôle. Je crois que c'était un peu l'euphorie. Quand on menait 2-0, je me rappelle de voir le match comme si c'était hier, si c'était aujourd'hui. Quand tu vois le premier penalty qui part tirer, c'est Koundé. Or qu'avant, il récupérait le ballon, il faisait un pas, il redonnait à Nkolo, il récupérait la main pour gérer. Mais nous, on n'a pas pu gérer les 8 dernières minutes. Et moi, je crois que c'était l'euphorie. Et les joueurs ont perdu la concentration et ils n'ont pas Albert, pu gérer c'est le même sentiment que vous avez, Albert? Oui, c'est pratiquement le même sentiment parce que notre football n'était jamais arrivé à ce niveau de compétitivité. Et je crois qu'aujourd'hui, si on pouvait recréer ce scénario, le Cameroun gagnera le match. Le staff technique lui-même n'était pas aguerri parce qu'aucun des entraîneurs sur le banc des Lions n'avait atteint ce niveau de performance en tant qu'entraîneur. Donc, tout le monde avait déjà vendu la peau du lion avant de l'avoir tué. Et ouais, c'est comme ça qu'on a perdu ce match. Vraiment, chaque fois que j'y pense, je me dis, on gagnait même cette Coupe du Monde, parce que si on arrivait en finale, rien n'allait nous arrêter. On avait une équipe, c'était une équipe euphorique. Oui, je crois effectivement, Albert, parce que à l'époque, j'étais à Marseille et Beckenbauer était le directeur sportif de l'OM. Il a eu l'occasion de discuter avec moi. Nous avons parlé de ce match et il m'a dit, vous savez, lorsque l'Angleterre est passée par-dessus le Cameroun, nous nous sommes dit que le compte était bon pour nous, tout était OK. Nous avions beaucoup plus peur du Cameroun que de l'Angleterre. Voilà, donc c'est un souvenir. Ekeme, je faisais allusion aux pressions. En tant que capitaine, vous avez à diriger une très grande équipe. Est-ce que, au cours du championnat, vous vous êtes retrouvé devant des situations cocasses ou alors de pression? C'est-à-dire que des gens qui viennent vous voir, soit pour que vous laissiez battre, ou alors, est-ce que vous avez vécu des choses comme ça, Ekeme? Personnellement, je vais dire non. J'ai vécu ça quand je jouais avec Santos de Yaoundé. Il se peut que nous sommes arrivés les Interpol comme on avait un peu changé la formule. Il y avait une demi-finale que Santos a perdu contre Aigle Konsamba Yaoundé et l'Aigle Chang a battu PWD de Kumba. Et maintenant, il fallait qu'on rencontre PWD de Kumba à Douala. Et moi, je suis né à Kumba et nous sommes arrivés aussi au tir au but et j'étais le dernier tireur. Pendant ces matchs, quand on menait même 1-0, parce qu'ils nous ont égalisé le match à la fin des temps réglementaires, je dis fin. Donc, nous sommes partis jouer les 15, 2 x 15. Tout le monde ne voulait pas encaisser, donc jusque nous sommes allés au tir au but. Et le gardien, à l'époque, père à son âme, était un gars de mon tribu. Je l'ai connu comme un grand frère. Je me rappelle bien quand je rapprochais le ballon, quand je venais pour faire mon tir, mon penalty, il me parlait en patois que le président m'a promis 5 millions. Et je n'avais pas ce genre de comportement. Je riais, je n'ai pas répondu. J'ai posé mon ballon et j'ai marqué le but, on était en première division. Voilà, bravo Samuel. Rapidement, là, en 30 secondes, pression, coach Guijol, vous avez été victime de la part des présidents de club pour aligner un joueur ou un autre?
Oui, j'ai eu beaucoup de pression. Et vraiment, quand on a entraîné, je crois qu'il n'y a aucun entraîneur qui peut vous dire qu'il n'y a pas eu de pression. Par exemple, pour la petite histoire, c'est moi qui avais remplacé le coach Yudom. Vous avez des fourmis dans les pieds, là, parce que vous bougez beaucoup, coach. On dirait que vous avez des fourmis. J'avais une petite démangeaison là, à la cheville. Merci. C'est moi qui avais remplacé le coach Yudom dans l'Union de Douala. Et il est là, il peut vous le dire. Quand l'Union me contacte pour le remplacer, avant que je ne donne mon OK, je suis allé chez lui. Et on a causé en grand garçon. Je savais déjà pourquoi il partait et il m'avait aidé à m'équiper avant d'aller dans l'Union de Douala. Et je peux vous dire que je suis parti pour les mêmes raisons. Je me rappelle un jour où j'ai dit au président Omer, vraiment, vous avez une très belle carrière, hein, être pharmacien, vous prenez un produit, vous le mélangez avec un autre. Après quelques minutes, ça vous donne tel produit qui peut soigner telle maladie s'il est consommé à telle dose. Moi, je travaille avec un matériel instable, c'est-à-dire le matériel humain. Les gars viennent, ils ont des émotions, ils ont des états de santé physique, il y a des situations que je ne connais pas. L'équipe même, on peut ne pas avoir payé une prime. Je lui dis donc, la tâche d'un entraîneur qui travaille avec un matériau instable ne peut pas être prise à la légère comme ça, monsieur le président. Dans l'océan de Kribi, j'ai eu un président comme le président Miko Samuel, très passionné, mais alors, il veut prendre la place de l'entraîneur. Et moi, il venait au banc des touches. Je lui dis, si tu es au banc des touches, moi, je vais aller à la tribune. La place d'un président, c'est à la tribune. Et je le chassais du banc des touches. Donc, je crois, c'est des choses. Le Cameroun, au Cameroun, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on avance d'un pas, on recule de deux. Ces choses se passent toujours maintenant. Voilà. Et il y a même des clubs. Il y a un club au Cameroun qui a utilisé 12 entraîneurs en une saison. Actuellement, un championnat qu'on appelle championnat professionnel. Un président utilise 12 entraîneurs. Et chaque fois qu'il enlève un entraîneur, il y a un entraîneur qui est prêt pour aller remplacer son collègue. Donc, je dis, la formation même des entraîneurs, parce que je suis contre la clochardisation des entraîneurs camerounais, des footballeurs camerounais. Il faudrait que les gens prennent conscience et que les gens se respectent un peu. Moi, je ne peux pas remplacer un entraîneur dans un club sans que je ne discute avec lui. Partout où je suis passé, j'ai discuté avec mon prédécesseur. Et c'est quand on arrivera à ce niveau de culture que nous allons être respectés chez nous. Les entraîneurs ne sont pas respectés au Cameroun. Merci, merci. En 30 secondes, coach Yudom, vous avez été avec l'équipe nationale de football du Cameroun. Comment ça se passe? Les pressions, c'est les joueurs qui disent, coach, on a envie de jouer. Bon, voilà, on a reçu $100 de prime. Vous pouvez en garder 20. Comment ça se passe là, au niveau de... Bon, Jean-Marie, je voulais appuyer un peu ce que Albert a dit avant de m'aventurer, avant d'aller au niveau de l'équipe nationale. Je veux dire, nous, à notre époque, nous, on a eu cette chance. Je veux dire, Albert et moi, nous étions d'abord des cadres. Ça veut dire qu'on était à l'abri vraiment du besoin. Ce qui fait c'est ça qui nous donnait aussi notre autorité. C'est-à-dire, on pouvait bien se passer d'un club sans avoir peur de manquer de quoi vivre. Ça, c'était une parenthèse. Non, pour revenir au niveau de l'équipe nationale, je voudrais d'abord dire ceci. L'entraîneur vous secoue le résultat. Ça veut dire que si l'entraîneur se rabaisse à ce niveau, parce que quand nous avons fait le service militaire, on nous disait que quand un subalterne se laisse corrompre, quand un chef se laisse corrompre un subalterne, il perd automatiquement son autorité. Donc, ça m'étonnerait qu'un entraîneur joue ce jeu. Parce que s'il le fait, il perd automatiquement son autorité. Et pour gagner, l'entraîneur a besoin de ses meilleurs éléments. Donc, cette pratique, quand j'étais à l'équipe nationale,
nous n'avons pas connu cette pratique. Mais au niveau des pressions, nous, on avait, il y a certains de nos directeurs au ministère qui disent non, j'ai mon cousin qui joue ici. Donc, si un entraîneur se laisse entraîner dans ce domaine, il perd automatiquement son autorité. Et l'entraîneur vaut ce que vaut le résultat. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Ok, bien. On va faire rapidement un quiz et bientôt nous allons mettre la clé sous le paillasson. Nous allons terminer cette émission dans quelques minutes en parlant de cette fusion, cette relation fusionnelle entre l'équipe nationale du Cameroun et le peuple camerounais. Mais avant, un quiz rapide. Donnez-moi, je commence par Albert, 3 noms de très grands footballeurs camerounais de l'époque 80 à 90. 3 noms. Albert. Roger Mila. Oui. Samuel Eto'o. Thomas Nkono. Très bien. Yudom. Mais attends, tu as dit quelle période? Parce que tu as dit 80. Oh, 80, 90. Hein. Non. Parce que le nom d'Eto'o. Hein? Oh, pardon. Oui, c'est vrai. Non. Je recommence. Roger Mila. Oui. Thomas Nkono. Joseph-Antoine Bell. Ok. Bon, moi, Mila. Thomas Nkono. Tokoto Jean-Pierre. Parce que tu as dit 80. Oui. Ndiba. Dans mon cas, je vais commencer avec le grand Roger. Oui. Et la suite, Thomas Nkono. Et moi, je mettrai un défenseur qui m'a tellement poussé à jouer comme défenseur, le général Doumbelea. Wow, excellent, le général Doumbelea. Et avant qu'on ne passe l'élément, c'est au niveau de la régie, c'est que ce sera le trophée de la CAN que l'on promène dans le pays. Avant qu'on ne passe à ça, comment est-ce que vous avez toujours trouvé la relation entre le peuple et son équipe? En 30 secondes, Guijol. Il y a une complicité exceptionnelle entre les Lions indomptables et leur public. Ça veut dire que même lorsqu'il y a une morosité au Cameroun sur le plan social, la crise économique, les problèmes politiques et tout, lorsqu'il s'agit des Lions indomptables, tous les Camerounais se retrouvent et tous les Camerounais opèrent dans l'union de cœur et la symbiose des esprits pour les Lions indomptables. C'est une complicité sans faille et dans toutes les époques, toutes générations confondues. Jean Splion. Vraiment, il y a une très grande symbiose. Je crois que le football, c'est ce qui unit le donc il y a une grande symbiose entre l'équipe nationale et le peuple camerounais. Et Kémé, je sais que vous avez eu un plaisir fou à recevoir le trophée de la Coupe du Cameroun des mains du président de la République. J'imagine aussi que ce soir-là, vous n'avez pas dormi du tout. Alors, la relation entre le joueur et le public, Ekeme. Je crois qu'à l'époque, et même jusqu'à maintenant, quand il s'agit de l'équipe nationale de Lyon, le peuple est toujours derrière ces fameux joueurs. Mais malheureusement, le championnat, il nous manque les supporters dans les gradins depuis un bout de temps à cause des problèmes sociaux, politiques et économiques. Beaucoup de gens n'arrivent pas à y supporter le football local. Ok, on va mettre la clé sous le paillasson dans quelques minutes, le temps pour nous de revivre certains grands moments d'un trophée remporté de haute lutte par l'équipe nationale du Cameroun de football. Ce trophée qui se retrouve dans nos villes, nos régions, et ici c'est à Bafoussam. « 11h, les populations attendent l'arrivée du trophée du 5e sacre continental des Lions indomptables à Bourba-Djoun. 12h,
Le cortège de la délégation foule au sort de Beau. Ngande, tenant du titre, est accueilli par le gouverneur de la région de l'Ouest. Le magnifique trophée, l'arrivée du magnifique trophée avec le lion indomptable. Oui, ça se passe dans le bien Bafoussam. Et monsieur le gouverneur qui accueille ce magnifique trophée. Direction la chefferie supérieure de Bafoussam. Au long de l'itinéraire, les populations répondent présentes. À la chefferie, le trophée est accueilli par le roi de Feuissap. Les lions ont été honorés de la plus belle des manières par les gardiens de la tradition. Cap au stade omnisport de Bafoussam, en passant par le monument Wanko, stade de Bamendi, Carrefour Évêché, Camille Toyota, monument du cinquantenaire de la jeunesse. Stade omnisport, bénédiction, photos souvenirs et direction à Bafoussam pour le tour de ville. De l'auberge au carrefour Biao, en passant par la poste centrale et un point d'arrêt au domicile de Teke. Après le domicile de Teke, le point de chute, la place des fêtes de Bafoussam. Accueil grandiose, tout un symbole de victoire et de fête du ballon rond. Qui doit être un homme heureux parce que lors des multiples réunions, il s'est posé plusieurs questions sur la mobilisation. Je crois qu'une fois de plus, sur un agent que la région de l'Ouest a répondu présente au grand moment. Prière œcuménique, discours, prestations musicales, humour, cadeaux de circonstances ont meublé la cérémonie de la tournée de célébration du trophée de la CAN 2017 remporté par les Lions indomptables du Cameroun. C'est un sentiment de joie qui anime les populations de Bafoussam. Félicitations les Lions. Oh mes frères. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fête, un sentiment de fierté, comme je le suppose être celui de tous les Camerounais depuis cette soirée du 5 février à Libreville. Trop de joie mon tonton, trop de joie. Trop de joie vraiment. Des impressions de joie, de satisfaction d'avoir participé à cette belle fête, d'avoir caressé ce trophée qui fait la joie de tous les Camerounais aujourd'hui. Donc j'ai eu cette chance de caresser, j'ai eu cette chance de prendre une photo avec ce trophée, donc vous comprenez que je dois être satisfait. C'est à 18h30 que les Lions ont quitté la place des fêtes de Bafoussam pour un repos avant de prendre la route du nord-ouest le 22 février 2017 à partir de 8h. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois que vous avez vibré au même diapason que ces Lions indomptables en communion avec le peuple du côté de Bafoussam. Samuel Ekeme, we are about to end this program. Do you have something to say? I'd like you to say something in English. It's been a pleasure having you in this program. It's been a pleasure, Mr. Watonsi. I think there's nothing else for so many Cameroonians who young or old, who don't have this kind of history about Cameroon football. So it's just a very, very important part of football fans around Cameroon and around the world to hear some of the inside story about the real actors. You're talking about experienced coaches like Albert Dijol and Coach Udom. They've coached at the highest level of Cameroon football. So I know I played against some of them, and it's just wonderful.
And I really appreciate the initiative for you to put this kind of program together. Thank you. Thank you very much, Samuel Ekeme. Ladies and gentlemen, that is Samuel Ekeme, a great captain of a great team in Cameroon, Cameroun de Yaoundé. Merci beaucoup donc à Sami Ekeme. Coach Yudom, c'est un plaisir. Un dernier mot avant qu'on se quitte. Oui, Jean-Marie, c'est un grand plaisir et je te remercie particulièrement d'avoir choisi la qualité de ton panel. C'était un grand plaisir pour moi de revoir le grand frère Guidjol, même si de temps en temps on se chahute dans les médias, mais on a perdu l'habitude de se parler en direct. Et Ekeme, depuis 1995 qu'il est parti du Cameroun, je n'avais jamais eu l'opportunité de le rencontrer. Et c'était une grande joie de le revoir. Et je souhaiterais que, à l'occasion, Ekeme n'oublie pas de m'envoyer son contact. Voilà, merci. On va donc se quitter, coach Guidjol. Une dernière pour la route. Jean-Marie, il me manque des mots pour te dire merci. Parce que quand tu m'as appelé pour me parler de cette émotion, de cette émission, j'ai été vraiment... C'est-à-dire, tu as renvoyé mon esprit à beaucoup d'années en arrière. Et pour ceux qui ne le savent pas, tu es l'une des victimes de la mauvaise gestion du football camerounais en tant que journaliste. Parce que pendant que beaucoup de gens caressaient le chien dans le sens du poil à la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, tu as dit la vérité aux Camerounais et cela t'a valu la fougue de ton ministre qui était l'un des acteurs malveillants de cette Coupe du Monde. Non. Je n'aime pas citer les noms. Donc, je dis, Jean-Marie, merci encore et que les Camerounais sachent que ce football va se relancer. Ce pays va se relever. Les Camerounais vont encore vibrer au rythme des lions indomptables. Je te dis merci pour cette initiative que je souhaiterais que tu renouvelles assez souvent par rapport au football, par rapport à bien d'autres sports qui ont fait porter haut le vert ou jaune camerounais. Merci et que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse en même temps. C'est nous, à Média 2 Africa, qui vous remercions. De l'autre côté, dans la régie, Lati, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, mesdames et messieurs, plus tard dans le cadre de nos émissions. Bonne journée. Bonne journée.